Dernier enjeu par Edith Wharton, chapitre 1er. « Que diable » s'écria Paul Garnett en relisant sa lettre. « Que diable » répéta-t-il. Le vieux monsieur sec et ratatiné, son unique voisin dans le restaurant qu'ils fréquentaient tous deux, remarqua en souriant. « Vous évoquez l'esprit du mal sans paraître trop le redouter. » Garnett sourit à son tour. « Je ne sais pas au juste pourquoi je l'ai ainsi évoqué, car il n'est assurément pas question de lui dans ma lettre, bien qu'il se cache assez souvent dans l'imprévu. » Le vieux monsieur était américain comme Garnett. Il parlait de cette voix aigre et grêle qui paraît faite pour exprimer les vérités sentencieuses, et se retournant vers le jeune homme, il lui dit d'un ton malin « Ah, c'est généralement une femme que l'on trouve au fond de l'imprévu, non pas, ajouta-t-il, en se penchant pour atteindre un cure-dent, que cela exclut forcément la présence du diable. » Garnett accueillit la plaisanterie par un éclat de rire, et son voisin, repoussant son assiette, appela avec une forte intonation américaine « Garçon, l'addition, s'il vous plaît !» L'étranger, comme de coutume, avait fait un repas très simple, et il ne laissa que 30 centimes dans l'assiette sur laquelle l'addition lui avait été présentée. Mais le maître d'hôtel, qui le connaissait sans doute de longue date, reçut le modeste pourboire avec une affabilité toute latine, et s'attarda poliment près de la table, tandis que le vieux monsieur allumait son cigare. « Oui, » continua ce dernier, tournant d'un air pensif son cigare entre ses lèvres, « on trouve généralement la femme et le diable côte à côte dans le même trou, comme le hibou et le chien de prairie dans les livres d'histoire naturelle de ma jeunesse. Il paraît que c'est faux dans le cas du hibou et du chien de prairie, mais ce ne l'est sûrement pas quand il s'agit de l'imprévu. Le fait est que l'imprévu, c'est le diable. Le plus tôt vous vous en souviendrez, le plus heureux vous serez. » Il se pencha en arrière, appuyant sa tête chauve contre la glace verdâtre et continuant à bavarder tandis que Garnett attaquait son omelette. « Que votre vie devienne une routine, » poursuivit-il. « Éliminez les surprises. Arrangez les choses de manière qu'en vous levant le matin, vous puissiez prévoir exactement ce qui va vous arriver dans la journée et le lendemain et le surlendemain. Je ne dis pas que ce soit folichon, non, cela ne l'est pas. Mais cela vaut mieux que de recevoir une pierre sur la tête. C'est pourquoi j'ai adopté ce restaurant. Je sais exactement d'avance la dose d'oignon qu'on mettra dans chaque plat. Si j'allais ailleurs, je ne le saurais pas. Je passe toujours par les mêmes rues pour venir ici, et cela depuis 10 ans. Je sais où je dois me garer en traversant, je sais ce que je vais boire dans les boutiques. En prévoyant ce qui doit arriver, on ne s'use pas. Durant bon nombre d'années, je ne savais pas ce qui m'attendait d'une minute à l'autre. Maintenant, j'aime à penser que tout est souvenir, et que rien d'inattendu ne peut surgir. » Il secoua paisiblement les cendres de son cigare et Garnett dit en souriant « Ne risquez-vous pas de supprimer bien des possibilités agréables en évitant l'inattendu ?» Le vieux monsieur eut un geste dédaigneux. « Quelle espèce de possibilité ? Il y a beaucoup de manières d'être malheureux, mais il n'y a qu'un moyen de se faire une vie confortable. C'est de cesser de courir après le bonheur. Si vous prenez votre parti de ne pas être heureux, vous avez bien des chances de ne pas être embêté. C'était, je crois, l'idée de Schopenhauer, » dit le jeune homme en se versant du vin avec le sourire incrédule de la jeunesse. « Je suppose qu'il n'est pas le seul à l'avoir découvert, » répondit l'autre. « Pas mal de gens sont en possession de ce secret, mais il y en a peu qui y conforment leur vie. » Il se leva de son siège en repoussant la table et attendit, impassible, que le garçon lui présentât son parapluie et son pardessus fripé. Puis il fit un signe de tête à Garnett, salua poliment la plantureuse caissière et sortit du restaurant. Garnett le suivit d'un regard souriant. Depuis 2 années, ils échangeaient tous deux leurs idées sur la vie, sans même savoir qui ils étaient. Garnett, correspondant d'un journal américain, avait surtout ses occupations à Londres. Mais durant les voyages qu'il faisait à époque fixe à Paris, il logeait dans un modeste hôtel du quartier latin, dont le principal mérite était le voisinage immédiat du restaurant où les 2 hommes avaient fait connaissance. L'assiduité avec laquelle Garnett fréquentait cet endroit tenait surtout du plaisir qu'il éprouvait à causer avec son ami inconnu. En contraste avec l'esprit factice de ce monde boulevardier auquel le jeune homme se trouvait mêlé, la conversation du vieux philosophe américain avait la saveur imprévue d'un des mets rustiques du pays natal. Mais telle était la personnalité du vieillard, que malgré le charme de sa conversation, Garnett ne s'était jamais même vaguement demandé qui il pouvait bien être, où il demeurait et ce qu'étaient ses occupations. C'était sans doute un célibataire. L'homme marié, si relâché que puissent être ses liens, n'aurait pas fréquenté si régulièrement le même établissement. Du reste,
On sentait en lui un tel désœuvrement que Garnett en conclut une fois de plus que personne n'est plus oisif que l'Américain qui n'est pas occupé. Bien qu'on comprit à certaines allusions qu'il habitait Paris depuis longtemps, il ne s'était pas donné la peine d'adapter sa langue aux inflexions françaises et parlait avec l'accent de quelqu'un qui aurait pris la langue dans un livre de conversation. La ville semblait avoir fait aussi peu d'impression sur lui que la langue. Il paraissait dépourvu de toute curiosité artistique ou intellectuelle et demeurait insensible aux charmes multiples de Paris. Son indifférence l'avait fait conserver et rendait même plus frappante cette étrange finesse américaine, qui paraît plutôt le résultat de l'ignorance que de l'expérience. Sa nationalité se révélait encore dans le vague intérêt qu'il portait aux problèmes politiques de son pays d'adoption, surtout en tant qu'exemple de la perversité infinie de l'humanité. L'exhibition de la folie humaine le divertissait à l'extrême, et bien qu'il parût en tirer l'exposé d'un seul journal quotidien, cet exposé lui fournissait un fond sur lequel il brodait à l'infini. Si la monotonie de ce sujet ne lassait pas son jeune interlocuteur, c'était parce que celui-ci croyait y deviner l'indication tragique d'une idée fixe, d'un grand bouleversement moral, qui aurait jeté son mystérieux ami dans le désert qu'était pour lui le petit restaurant où se retrouvaient les deux hommes. Garnett ne savait pas au juste s'il découvrait cette indication dans la pauvreté des vêtements du philosophe, dans son affabilité mélancolique, ou dans la nuance d'appréhension indéfinissable que trahissait son œil à la fois naïf et méfiant. Garnett disait parfois que son compatriote ressemblait à un homme qui aurait vu un revenant.